Au cœur de la vaste savane soudano-sahélienne s'étendait le village de Mboko, un hameau dont les cases en banco s'écartaient autour d'un baobab millénaire qu'on appelait Soglo-Mémé, le grand-père de la communauté. Les racines du majestueux Adansonia digitata s'enfonçaient si profondément qu'on disait qu'elles menaçaient même les eaux souterraines. Chaque matin, ces larges branches servaient de point de repère aux oiseaux migrateurs, et chaque soir, les ombres de ces feuilles jouaient sur les murs empisés des habitations, comme pour rappeler aux habitants que l'esprit du monde végétal veillait sur eux. Dans ce décor immuable vivait Adewa, la fille unique de Sana, la sage-femme du village. Dès sa plus tendre enfance, on la voyait arpenter les sentiers en terre battue, un panier en osier rempli de Gyra senegalensis, de Combretum glutinosum et de Vitex doniana. Sous la tutelle de sa mère et des anciens herboristes, elle apprit à distinguer les propriétés médicinales de chacune de ces plantes. Chaque matin, Adewa préparait des décoctions selon un protocole précis, pesait les feuilles à l'aune d'une balance rudimentaire faite de contrepoids en pierre, faire bouillir l'eau dans une marmite d'argile à feu de bois, filtrée à l'aide d'un linge propre. Geste qu'elle exécutait avec la rigueur d'une scientifique en herbe. Pour les habitants de Mboko, la fonction d'Adewa allait bien au-delà de l'apprentissage des plants. Sa voix cristalline, sur laquelle résonnaient parfois de légers accents du fulfulde ou du bambara, guidait les anciens dans leurs cérémonies rituelles. Lors de la récolte du mil, on la voyait entonner des chants traditionnels où chaque note savait évoquer la gratitude envers la terre. Les femmes du village affirmaient que, lorsqu'elle chantait, les feuillages du baobab frémissaient comme s'ils répondaient en un murmure. Les sons modulés de son chant semblaient organiser la respiration collective, une sorte d'harmonie entre le métabolisme des hommes et des bêtes, et celui des arbres. Le jour, Adewa enseignait aux enfants l'art de semer et de protéger les cultures. Son professeur de sciences naturelles improvisées, Firi, ancien instituteur, lui avait transmis quelques rudiments de botanique, l'importance des nitrates contenus dans la poussière rouge du sol sahélien, l'approche simple de la rotation des cultures pour préserver la fertilité, et même une introduction au courant d'eau souterraine détectable par le son que faisait l'eau lorsqu'elle frappait la pierre calcaire. Grâce à ces connaissances, Adewa aidait volontiers les cultivateurs à repérer de nouveaux points d'irrigation et à choisir les variétés de niébé les plus résistantes aux sécheresses saisonnières. Chaque fin d'après-midi, elle rejoignait sa mère sous le baobab. Sana, d'une voix douce, lui racontait les légendes selon lesquelles Soglo-Mémé était lié aux ancêtres fondateurs de Mboko. On disait que l'esprit du baobab murmurait autrefois aux oreilles du premier chef du village, guidant ses pas lors des grandes décisions collectives. Adewa, les yeux brillants, posait des questions, cherchant à comprendre ces récits mystiques à la lumière de ses observations empiriques. Si le baobab pouvait sentir l'eau et protéger les hommes, peut-être existait-il une explication biologique à ces vibrations ressenties quand le vent épousait ses ramifications. Ainsi se déroulait sa jeunesse, une harmonie fragile entre la science et le sacré, entre le savoir empirique et la transmission orale. Les villageois la respectaient non seulement pour sa connaissance des plantes, mais aussi pour l'équilibre qu'elle incarnait. Les anciens disaient parfois que si jamais Mboko venait à connaître le chaos, ce serait Adewa qui pourrait, par sa sagesse, rétablir l'ordre. En cette fin d'après-midi où l'épisode prend place, le soleil déclinait à l'horizon. Les rayons laissaient à peine filtrer une lueur orangée à travers le feuillage du baobab, dessinant sur le sol un réseau de traînées lumineuses. Adewa se tenait debout, le regard tourné vers l'ouest, tandis que l'air se teignait d'un parfum d'herbes séchées. Bientôt, elle rejoindrait les femmes qui préparaient le dîner collectif igname pilé et sauce à base de hibiscus et, comme chaque soir, elle élèverait sa voix pour harmoniser les esprits avant la tombée de la nuit. Dans l'insouciance sereine de Mboko, nul ne devinait encore que ce précieux équilibre, bâti sur des connaissances ancestrales et des rituels savamment orchestrés, était sur le point d'être brisé. Mais pour Adewa, les fondations mêmes de son univers à la science des plantes, le lien mystique avec le baobab, la fraternité qui unissait les habitants allait bientôt être mise à l'épreuve par des forces que ni la rationalité ni la tradition ne pourraient anticiper. Les premiers signes, imperceptibles pour la plupart, se manifestaient déjà dans un frisson de l'air, un souffle plus froid que la normale, comme si l'harmonie même de Mboko commençait à vaciller. Lorsqu'un crépuscule plus rouge qu'à l'ordinaire s'étira sur la savane, un grondement lointain résonna à travers les herbes hautes. Les anciens du village, sensibles aux variations subtiles du vent et aux infrasons imperceptibles, perçurent un changement, les ondes sismiques discrètes d'un convoi lourdement chargé s'approchant. En moins de 10 minutes, l'air se mit à vibrer du cliquetis du métal et des sabots des chevaux. Sans que nul n'ait le temps de comprendre, une bande armée ou des hommes au teint hâlé, disparates dans leurs uniformes, porteurs d'armes à canonciers et de machettes surgit à l'orée de Mboko. Ces mercenaires, venus d'une région éloignée du Sahel, étaient engagés pour pacifier les axes commerciaux menacés par les rébellions locales. Cependant, leur définition de la pacification ne visait qu'à imposer la peur. Dès leur entrée,
ils déchaînèrent une violence chirurgicale, les premières cases en banco furent incendiées à l'aide de torches imbibées d'essence importée, provoquant un embrasement rapide des toits de chaume. Les flammes, attisées par un vent sec, gagnèrent la paille en moins de 30 secondes, générant des panaches de fumée noire qui s'échappèrent en volute vers le ciel. Adewa, alertée par les hurlements et la lueur orangée à l'horizon, venait de terminer son rituel du soir sous le baobab. Lorsqu'elle aperçut les silhouettes armées se dessiner dans la poussière, ses doigts se crispèrent sur les lanières de son panier d'herbe. Elle comprit aussitôt que ces hommes ne recherchaient ni ressources agricoles ni rançon, leur objectif consistait à semer le chaos. Munie seulement d'un petit couteau en acier forgé localement, dont la lame avait servi à recueillir les racines médicinales, elle se précipita vers la hutte de sa mère pour avertir les villageois. À l'ombre vacillante des flammes naissantes, les hurlements se muèrent en clameurs assourdissantes, des vieillards, usant de leurs bâtons sculptés, tentèrent de ralentir la progression des assaillants, mais leurs efforts se révélèrent vains face à la brutalité mécanique des coups de crosse et des projectiles tirés à bout portant. Les premières blessures furent infligées avec une précision terrifiante, fractures multiples au niveau des tibias causées par des battes improvisées, côtes fêlées découvertes à la palpation post-mortem, et déchiquetage des muscles adducteurs indiquant un équipement tranchant extrêmement coupant. Adewa courut vers sa mère, mais leur eût été déjà la proie des flammes. Obscurcie par la fumée, elle distingua Sana, étendue à terre, tentant de soigner un blessé au son frère cadet, gravement atteint au crâne par un tir de chevrotine. Trop tard, un mercenaire, le canon de son fusil fumant, fit feu à bout portant. La détonation résonna comme un coup de tonnerre, et la tête de Sana bascula en arrière. La saveur de la poudre emplissait l'air, mêlée à l'odeur âcre du bois brûlé. Pris de panique, Adewa se dissimula derrière le tronc du Soglomémé, espérant que son port massif la protégerait. Toutefois, les racines du baobab, fractales de lignine et de cellulose, n'eurent pas le pouvoir de freiner l'œil implacable des assaillants. Bientôt, deux silhouettes noires s'approchèrent, fouillant chaque recoin. L'une d'elles, un homme à l'œil droit fendu d'une cicatrice jouxtant la tempe, reconnut Adewa grâce à la lueur de son pendentif en corail. Un talisman hérité de sa grand-mère Peul. Sans avertissement, l'un des mercenaires la saisit au bras, arrachant sa robe tissée de coton savamentin à l'aide d'extraits d'écorce de baobab. Adewa tenta d'utiliser son petit couteau de botaniste, mais les assaillants la maîtrisèrent rapidement. Son cri aigu rejoignit les sanglots lointains des enfants réfugiés dans la case voisine. L'instant d'après, on l'empoigna pour la conduire au centre du village désormais en flammes, où une estrade de fortune fut érigée en quelques secondes à l'aide de poutres brûlantes. Les survivants, regroupés à l'écart, virent à travers la fumée épaisse la silhouette maigre d'Adewa, les mains liées avec des lanières de cuir de zébu, ses vêtements lacérés. Les mercenaires, ivres d'adrénaline, formaient un cercle autour d'elle, oscillant entre rires cruels et discussions sobrement calculées sur la suite du processus de pacification. Adewa, la gorge nouée, sentit son regard se brouiller tandis que l'un des hommes, s'emparant de son panier d'herbe et le dans un tas de paille en feu. Elle comprit alors que tout lien avec sa vie antérieure, ses remèdes et la voie qui unissait le village au baobab, étaient sur le point d'être irrémédiablement détruits. Dans un dernier sursaut, elle tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix se perdit dans le craquement sinistre du bois carbonisé. Le chef des assaillants saisit un sabre orné de gravures arabesques et, d'un geste précis, trancha net les cordes qui la retenaient. Il la força à marcher, la poussant à genoux devant le feu central, où brûlaient déjà les charpentes des cases les plus anciennes. Lorsqu'il comprit qu'elle n'émettrait plus de résistance, il jeta un regard à ses compagnons et, d'un signe discret, ordonna qu'on la confine dans une pièce voisine. Dans cette hutte obscure, autrefois réservée au rituel de purification effectué par sa mère, Adewa fut emprisonnée. Les mercenaires, quant à eux, se mirent à piller méthodiquement chaque bâtiment restant, prélevant vivres et objets de valeur, avant de rétrécir en formation pour disparaître dans la nuit. À l'aube, lorsque les derniers réverbères improvisés par les villageois s'éteignirent, Mboko ressemblait à un cratère fumant, parcouru d'ombres errantes et de cadavres partiellement calcinés. Le lendemain matin, les survivants se rassemblèrent autour du baobab. Les anciens, enfiévrés, examinaient le sol, des traces de pas multiples, des éclats d'obus de chevrotine et des fragments de verre fondu offraient un tableau clinique de la violence infligée. On ne retrouva aucun corps identifiable d'Adewa, comme si elle s'était évanouie dans l'air même. Les témoignages concordaient, personne ne l'avait vue ressortir de la hutte où elle avait été enfermée, ni même entendre un bruit la nuit précédente. Pour les derniers témoins, cette disparition fut l'ultime atrocité, effacer la mémoire de celle qui incarnait l'équilibre du village. Toutefois, certains anciens remarquèrent une vibration nouvelle émanant des racines du baobab, un souffle chaud, presque humain, qui semblait dire qu'Adewa n'était plus simplement morte, son âme se trouvait quelque part, entre la vie et l'oubli.
Dans Mboko, les chants qui accompagnaient autrefois la récolte du mil furent remplacés par des lamentations silencieuses. Les herboristes, privés de leur apprentie la plus prometteuse, pleuraient le départ de celle qui savait assembler les molécules naturelles pour soigner les plaies des corps autant que des esprits. En dressant le bilan, l'anthropologue local chargé d'écrire la chronique post-attaque consigna. Nombre de morts estimés, 27 adultes, dont 5 enfants. Structure détruite, 19 cases en banco, 2 greniers à 1000, la hutte de purification. État du baobab, écorce entaillée à 3 endroits par la chute de poutres en feu, racines superficielles affectées par la chaleur, mais signe vital toujours présent. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos.